Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mini-récup de secondaire 1. Dans cette mini-récup, on va se concentrer sur le chapitre de l'essor commercial et urbain. C'est un chapitre qui est encore là quand même assez gros. On le sépare en deux parties. Donc dans la première partie, cette vidéo-ci, on va se concentrer sur les aspects plus de société, donc tous les aspects de population, le côté essor urbain, la montée aussi de certains groupes sociaux, l'apparition d'un groupe social. Donc, ça va être la première vidéo. Puis, dans la deuxième vidéo, on va aller vraiment plus creuser du côté commercial. Donc, à la fois le commerce local, le commerce aussi qui va prendre de l'ampleur. Donc, on va en parler plus en détail dans une deuxième partie, donc dans une autre vidéo. Et avant d'aller plus loin, on va mettre quelque chose au clair. Donc, c'est un mot qui est dans le titre. Il faudrait comprendre avant de continuer. Donc, lorsqu'on parle d'essor, on parle de grande croissance qui se fait assez rapidement. Donc, lorsqu'on parle d'essor urbain, d'essor commercial, donc c'est une grande croissance à la fois des villes, une grande croissance du commerce. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, on prend le temps de se mettre un peu en contexte, comprendre on est où, comprendre on est quand aussi. Donc, on est quand? On est dans le Moyen Âge, comme tu peux voir. C'est la période qui est à peu près là entre le 11e siècle et le 14e siècle. Donc, à peu près entre les années 1000 et la fin des années 1300. Et on est où? On est essentiellement là en Occident, donc essentiellement en Europe. C'est là vraiment sur quoi on va se concentrer. Donc, là, on va se concentrer sur des lieux qui sont devenus par la suite la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni aussi, vraiment l'espace occidental, mais comme l'espace occidental, mais il ne travaille pas seul, il y a des contacts quand même avec l'extérieur. On va parler aussi du monde byzantin, donc de l'Empire byzantin. Là, on voit Constantinople sur la carte, donc qui est le centre du monde byzantin. On va parler aussi du monde musulman. Là, on est plus là, vers l'est de la Méditerranée, toujours en Orient. On va aussi parler d'échanges avec le monde musulman. Là, encore là, pour comprendre un peu là, qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est que durant le Moyen Âge, donc le Moyen Âge commence là avec la chute de l'Empire romain d'Occident. Et à ce moment-là, il y a eu des invasions germaniques et ça a beaucoup chamboulé la manière d'occuper le territoire, la manière de vivre en société aussi, ce qui fait en sorte que les villes ont beaucoup décliné et le commerce aussi a beaucoup changé. On va rester un peu plus local, ce qui fait en sorte que, bien, quand on parle d'essor urbain commercial, c'est un peu à la suite de cette évolution-là. Vers le début du Moyen Âge, on est beaucoup dans les seigneuries, on est beaucoup en campagne. Et là, rendu aux années 1000 et après, là, vraiment, on va avoir un essor des villes, l'essor du commerce. Puis, on va voir pourquoi. Avant le 11e siècle, la population vivait surtout en campagne, donc vivait dans les seigneuries. Et la population, la principale occupation, c'était l'agriculture. Parce qu'il faut bien se nourrir, tout le monde mange. Et la chose, c'est que en agriculture, c'est pas toujours facile. Donc, les outils, les techniques sont pas toujours les meilleurs dans le sens où on fait avec les connaissances qu'on a, les outils qu'on a. Mais parfois, il y a des nouveautés qui arrivent qui font en sorte que on peut améliorer nos manières de faire et ça augmente ce qu'on peut produire comme nourriture. Puis, c'est ça qui se passe au 11e siècle. Il y a des nouvelles techniques agricoles, des nouveaux outils agricoles ou des améliorations là, d'outils déjà existants. Donc, tout ça arrive pas tout en même temps, ça se fait pas tout du jour au lendemain, mais vers le 11e siècle, là, on voit vraiment un changement là, qui est en train de s'opérer. Puis, une des nouvelles choses qui arrive, puis qui est partagée là, à travers tout l'Occident, c'est la technique de la rotation des terres. On l'appelle aussi là, la technique de l'assolement. En gros, là, si on résume la technique, on sépare une terre en trois. Donc là, si on se concentre là, sur celui à gauche, donc on sépare une terre en trois, puis on utilise chacune des parties différemment. Donc, en haut, on plante du blé, donc on plante une première plante. Juste en bas, on plante une plante différente. Donc,
deuxième plante. Puis, en bas de tout ça, on plante rien. On laisse ça libre, on laisse le sol se reposer. C'est ce qu'on appelle la jachère. Donc, ça, c'est un premier été, une première année, première plante, deuxième plante, on le laisse se reposer. Mais l'année d'après, on va faire ça différent. Donc, si on regarde l'autre rectangle, bien, on se rend compte que la première plante est rendue dans l'espace de la deuxième. Puis l'espace de la deuxième plante, elle est rendue dans l'espace de la troisième. Et l'espace qui se repose, la jachère, elle est venue prendre la place de la première plante. Donc, on n'utilise pas les mêmes espaces de terrain pour les mêmes types de plantes à chaque année. On fait une rotation et il y a toujours une partie de nos terres qui se repose. Donc là, une première année, une deuxième année. La troisième année, bien, on referait encore le mélange. Puis la quatrième année, bien, on recommence au début. Et ça fait en sorte que les terres ont le temps de se reposer, donc restent fertiles plus longtemps. Et ça, bien, c'est avantageux parce qu'une terre fertile, bien, ça permet de produire de la nourriture. En contraire là, d'une terre qui est complètement épuisée, produira plus rien. On veut que nos terres restent fertiles parce qu'on veut pouvoir manger encore plusieurs années. Donc, la technique de la rotation des terres, c'est une chose qui va s'implanter, qui va se répandre. Ça va vraiment aider à améliorer la production de nourriture. Il n'y a pas juste la rotation des terres qui va améliorer la production agricole. Il y a aussi différents outils qui vont venir aider les cultivateurs. Donc, entre autres, la charrue, qui est connue depuis un bout de temps. Et là, la différence, c'est qu'au lieu de mettre un soc de bois, ça va être un soc de fer. Donc là, ce qu'on voit sur l'image, donc on voit les bœufs, on voit les roues. Puis au centre, juste après, on voit quelque chose comme qui rentre dans la terre, qui est gris. Mais c'est ça le soc. C'est ce qui rentre dans la terre. Et là, au lieu d'être en bois, le fait que ça soit en fer, on s'entend que le fer, c'est plus fort que le bois. Donc vraiment, ça va aider, ça va être plus durable. Ça va vraiment aider à travailler les sols avant d'aller semer. Donc là aussi, donc on brasse plus les sols, on va chercher les nutriments. Donc après ça, quand on sème, on a des meilleures chances d'avoir des plantes fortes parce que la terre a été mieux retournée. Puis les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que oui, il y a un dragon en haut du château. Demandez-moi pas pourquoi, je ne sais pas, mais il y a un dragon dans l'image. C'est une image là, qui date des années 1400, pour vous dire. Mais en plus du soc de fer, il y a aussi un autre outil qu'on connaissait auparavant, mais qu'on va encore là développer, améliorer. Ce sont les moulins. Les moulins à eau, on les connaît depuis longtemps, puis c'est utile, mais il y a les moulins à vent aussi qui vont se développer. Et les moulins à vent, ben, c'est très utile dans les endroits où tu n'as pas assez d'eau pour faire un moulin à eau. Tu peux utiliser la force du vent. Donc, ça fait en sorte qu'au lieu de travailler à bras des choses, on peut utiliser la force de l'eau, utiliser la force du vent, entre autres pour moudre le grain. Donc, c'est une des choses qu'on va faire dans les moulins. Donc, moudre le grain pour faire de la farine, c'est très utile d'utiliser comme ça la force qui est là dans la nature, qu'on va utiliser là, pour nos avantages. Il y a une autre chose aussi qui va aider, un peu indirectement, mais qui va aider aussi à l'agriculture dans cette période-là du Moyen Âge, c'est que le climat va s'améliorer. Donc, on s'entend que c'est pas tous les jours super beau, donc parfait pour l'agriculture, mais généralement, le climat va devenir plus propice, en fait, va être plus adapté à l'agriculture en Europe. Donc, ça aussi, c'est sûr que ça a un impact sur la production de nourriture. On a un meilleur climat pour le faire. Donc là, si on résume un peu les choses, on a des meilleures techniques, des meilleurs outils pour faire l'agriculture. On a un meilleur climat aussi. Et à ça, il faut ajouter le fait qu'on agrandit carrément les terres agricoles. On travaille plus de terres. Donc, on a plus d'endroits pour faire pousser les grains, faire pousser les plantes. Tout ça, ça entraîne toute une série de conséquences. Entre autres, bon, bien, on produit plus de nourriture. Carrément, à un certain moment, on fait des surplus. Donc, on a encore plus que ce qu'on a besoin pour vivre. Donc, si on a plus de nourriture, une des conséquences, bien, on peut manger à notre faim,
ce qui est quand même assez positif là, comme conséquence. On mange à notre faim, donc qu'on soit adulte ou enfant, on est plus fort, on résiste mieux aux maladies, donc on va vivre plus longtemps. Puis, on a assez de nourriture pour tout le monde, donc on peut nourrir peut-être encore un peu plus de gens. Ça fait en sorte là, qu'entre le 10e et le 13e siècle, là, à peu près, dans certains coins de l'Europe, ça va être carrément, la population va doubler. Donc, ça va carrément être 2 fois plus de gens qui vont vivre dans ces régions-là. Bon, ben, tant mieux, mais est-ce que ça fait en sorte que tout le monde a un endroit pour cultiver, que tout le monde a une terre, tout le monde a du travail? Pas vraiment, là. À certains moments, il y a beaucoup de gens. Donc, on va assister là, à un mouvement de population. Donc, les gens vont partir de la campagne, vont aller vers la ville. Et ça, on appelle ça, c'est l'exode rural. Donc, on a encore beaucoup de gens, mais les gens vont être plus vers vont aller plus vers les villes. Et ça, une des conséquences, mais ça va être de faire développer les villes. Elles accueillent de plus en plus de gens. Donc, il faut mieux s'organiser, il faut se développer carrément pour pouvoir accueillir tous ces gens-là. Puis, c'est ce qu'on appelle, en fait, l'urbanisation. Puis, l'urbanisation, ben, on voit un peu le côté comme urbain. Donc, c'est vraiment on fait référence à la ville. Et ça, ben, c'est pour ça qu'on parle d'essor urbain dans le titre. On parle aussi d'essor commercial. Pourquoi? On se rappelle des surplus qu'on faisait ici. Et les surplus, on en a assez pour nourrir tout le monde, mais carrément, il nous en reste encore après. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des surplus pour lesquels on n'a pas besoin? Bien, on va aller les vendre en ville. C'est vraiment en ville que ça se passe. Donc, déjà, les villes se développent pour accueillir plus de population, l'essor urbain, mais ça va aussi être un essor commercial parce que là, on a des choses à vendre. Tant mieux, on a plus de choses à vendre. Donc, si on voit ici sur la carte, c'est les principales villes commerciales. Donc, c'est vraiment les principaux endroits où on va aller faire le commerce, on va aller vendre nos surplus. Et on peut, par la bande, on voit aussi que il y a quand même beaucoup de villes. Donc, ça, c'est juste les villes principales. Si on mettait toutes les villes, on aurait beaucoup de points et de noms un peu partout. Donc, c'est les principaux endroits où les gens vont aller vivre et vont aller faire du commerce. Dans la période qui nous intéresse là dans cette mini-récup, les villes vont beaucoup se développer. Donc, il y a plein de gens qui viennent habiter en ville. La ville va se développer et elle va se développer à peu près toujours sur le même modèle. Donc, là, on voit ici Carcassonne, qui va être notre exemple. Donc, Carcassonne, la ville s'est développée autour d'un château fort. On le voit ici, là, un peu vers l'entrée. Donc, il y a un château fort, ça reste le lieu de résidence du seigneur, ça reste vraiment un haut lieu dans la seigneurie. C'est un endroit intéressant aussi pour aller se protéger en cas de besoin. Donc, la ville va se développer autour d'un château fort, mais peut aussi se développer autour d'un monastère. Et on voit qu'il y a des remparts tout autour. Donc ça, souvent, la ville va se développer puis va s'entourer de remparts encore là pour se protéger. Et on voit, là, il va y avoir un espace de marché dans la ville. On va le voir un petit peu plus tard. Et vraiment, là, aujourd'hui, nous, on parle de ville, mais à ce moment-là, on appelle plutôt ça des bourgs. Ils ont eu RG. Donc, le bourg, donc vraiment, c'est le lieu où les gens vont se rassembler, vont fonder des villes. L'activité économique principale en campagne, c'est l'agriculture. Et là, en ville, il va y avoir deux activités principales, si on peut dire. Il va y avoir de l'artisanat avec les artisans, et il va y avoir du commerce avec les marchands. Quel lieu de commerce est très important dans les bourgs? Est-ce que c'est A, la banque, B, la rue principale, C, le marché ou encore là, les halles, ou D, le centre-ville? En fait, c'est le marché, ou encore, là, parfois, on appelle ça les halles. Le marché ou les halles, c'est vraiment là qui est le lieu central de commerce dans une ville. C'est un lieu carrément qu'on a aménagé pour les marchands pour qu'ils puissent acheter ou vendre des produits. Donc, on voit un exemple ici, là, un grand toit protégé, mais entre autres, s'il pleut. C'est intéressant là, que les produits ne soient pas totalement détrempés. Donc, ça fait en sorte que les gens vont venir au marché, vont venir à la halle pour faire du commerce.
Et ce qu'on voit en fait sur l'image ici, c'est carrément une halle qui a été construite au Moyen Âge, qui est encore debout aujourd'hui. Ça nous donne une bonne idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Puis même si ça ressemble pas à ça, il y a peut-être des endroits, même près de chez toi, qui portent encore le nom de marché ou le nom de halle même. Donc les halles, ça existe encore aujourd'hui, mais ça remonte carrément au Moyen Âge. Donc, on se souvient qu'au Moyen Âge, on est dans la société féodale, donc une société avec 3 ordres. Donc, juste rapidement, là, pour se remettre dans le bain. Donc, la noblesse, c'est le groupe qui va avoir là, principalement les seigneurs dedans. Donc, ceux qui vont se battre. Le clergé va rassembler tous les gens qui s'occupent de la religion. Donc, les gens surtout là, de l'Église catholique. Donc, les gens qui vont s'occuper de la religion, ça peut être les curés, les évêques, sont dans le clergé. Et bien, le tiers-état qui rassemble toutes les autres personnes. Il y a toujours beaucoup de paysans dans le tiers-état. Il va y avoir plus d'artisans. Dans la période dont on parle, là, il va y avoir de plus en plus d'artisans. Puis, un autre groupe qui apparaît, qui n'était pas là auparavant, qui apparaît dans la période de l'essor urbain commercial, ce sont les bourgeois. Les bourgeois qui vont faire beaucoup de commerce, mais ça, on va y revenir plus tard. On va se concentrer pour l'instant sur les artisans. Les artisans qui peuvent être des boulangers, des forgerons. Il y a des gens aussi qui font de la poterie, les différents pots qu'on appelle les potiers. Donc, les artisans vont être de plus en plus présents dans la période du 11e, au 13e siècle. Ils vont être très, très présents. Puis, comme ils sont de plus en plus nombreux, ils vont s'organiser, ils vont créer ce qu'on appelle des guildes ou des corporations. Et ça, leur rôle, entre autres, ça va être beaucoup de réglementer. Donc, de faire des standards pour que tout le monde, à peu près, ait les mêmes règles. Donc, ils vont réglementer, entre autres, le prix des biens qui sont produits. Donc, pour quand même rester dans la limite du raisonnable. Ils vont aussi réglementer sur la qualité. Si on produit un chaudron, on veut qu'il soit solide, on ne veut pas recevoir la soupe bouillante sur nous. Donc, les guildes vont être là aussi pour réglementer la qualité de ce qui est produit. Ils vont aussi réglementer les salaires. Parce que l'artisan n'est pas nécessairement seul, va parfois travailler avec une équipe, ou parfois ou souvent, là, selon la grosseur de l'atelier. Donc, on va aussi réglementer les salaires qui sont donnés. Puis, il va aussi y avoir la formation qui va être réglementée par les guildes. Donc, la formation, tout l'apprentissage que ça prend pour devenir un artisan, c'est entre autres par les guides là, qu'on va avoir les étapes à suivre. Donc, on va passer d'apprenti, puis si on peut prouver là, qu'on a bien fait notre apprentissage, qu'on a toutes les connaissances requises pour devenir soi-même artisan, et ça va être par les étapes de la guilde qu'on va passer d'apprenti, puis aller jusqu'à être maître artisan. Donc, si, par exemple, je veux devenir forgeron, c'est pas à l'école, ça va vraiment être dans un atelier de forgeron que je vais l'apprendre. C'est un peu comme si on sautait la période d'école, on allait directement au stage. Donc, c'est vraiment comme ça sur le terrain qu'on va apprendre à devenir un artisan. Donc, je parlais tantôt qu'il y a un nouveau groupe social qui apparaît. Ce nouveau groupe-là, ce sont les bourgeois. Puis, les bourgeois, ils habitent dans les villes. En fait, on a bourg ici, à l'intérieur. Donc, bourgeois habitent dans les bourgs. C'est assez logique, c'est assez simple à retenir. Puis les bourgeois, en fait, souvent, ce sont des marchands. Ça peut aussi être des banquiers ou encore des maîtres artisans. Donc, les bourgeois vivent en ville, font beaucoup du commerce. Et entre autres, si on prend l'exemple des marchands, eux vont aller acheter des produits qui ont été faits par les artisans, vont aller les revendre ailleurs en faisant un profit. Et c'est comme ça qu'ils peuvent s'enrichir. Certains s'enrichissent assez rapidement parce qu'on se rappelle qu'on est en plein essor commercial. Donc, il y a des bourgeois qui vont s'enrichir
très vite. Et ça fait en sorte que l'influence carrément du groupe, des bourgeois, de l'ensemble du groupe, va grandir très rapidement. Donc, ils vont avoir assez rapidement une grande influence dans la société médiévale. Ils sont beaucoup dans les bourgs et ils sont capables d'étendre leur influence quand même. Fait que ça fait en sorte que ça crée un peu de tension parce que ils sont dans les bourgs, ils sont influents, mais ils sont quand même soumis aux obligations qu'ils ont envers les seigneurs. Et ça fait pas l'affaire de tout le monde, mais il y a peut-être une solution à ça. Puis la solution, encore là, c'est un peu comme les artisans qui s'associent en guilde, mais là, les bourgeois vont s'associer, ils vont former des communes. Et la commune, elle peut aller discuter avec le seigneur de l'endroit, discuter pour créer une charte. Une charte, c'est un peu comme un contrat, si on peut dire. Et dans la charte, on peut faire reconnaître plus d'autonomie. Donc, carrément, c'est plus de liberté et plus d'autonomie de la commune. Donc, et libérer les gens, les bourgeois qui habitent dans la commune, les libérer d'une partie ou de presque tout des obligations envers le Seigneur. Donc, ça fait en sorte que, par exemple, il y a plus de corvées qui doivent être faites pour le Seigneur. Mais lui, le Seigneur, il est conscient qu'en libérant les gens de ces obligations-là, lui, il est un peu perdant. S'il n'y a plus personne qui vient faire les corvées pour lui, ben, il doit trouver, ou s'il y a moins de personnes qui viennent faire des corvées pour lui, il doit trouver un moyen de faire autrement. Donc, sachant que lui, en laissant aller ces obligations-là, il est quand même un peu perdant. Souvent, ce qui va être fait, c'est que, OK, oui, je vous donne plus de liberté, mais en retour, vous devez me verser un certain montant d'argent à chaque année pour compenser les pertes que moi, j'ai en vous donnant ces libertés-là. Donc, ça fait en sorte que la commune, qui est plus autonome, elle peut elle-même décider, par exemple, d'élire ses représentants, donc entre autres d'élire un maire. Elle peut décider de prélever des taxes pour les besoins de la commune. Puis, une des choses qui est utile pour de prélever des taxes, ça peut être, entre autres, d'organiser les défenses de la ville, les défenses du bourg, parce qu'encore là, ça reste pertinent de pouvoir se défendre. Donc, on peut prélever des taxes comme ça pour financer les défenses carrément du bourg, de la ville. On arrive à la fin de cette première partie sur le thème de l'essor commercial et urbain, ou urbain et commercial. Juste là pour résumer là, très, très rapidement ce qu'on vient de voir. On voit que durant la période là, entre le 11e puis le 14e siècle, il y a une grosse augmentation de la population, entre autres parce qu'on a des meilleures techniques, on a des meilleurs outils agricoles. Donc, on a plus de population parce que on a plus de surplus agricoles qui permettent de nourrir tout le monde. Puis ces surplus-là, ils aident aussi au commerce. Parce que maintenant qu'on a plus de choses, on a des choses qu'on n'a pas besoin à la base là, pour se nourrir. Ça veut dire qu'on peut vendre ces choses-là. Donc, ça va contribuer au commerce. Plus de population, plus de commerce, ça aide, entre autres, ça a beaucoup d'impact sur l'évolution des villes, l'évolution des bourgs qu'on appelle à ce moment-là. Donc, les bourgs vont être un lieu où on va faire beaucoup d'artisanat, il va y avoir beaucoup d'artisans, un lieu aussi qui va avoir beaucoup de commerce. Donc, l'apparition d'une nouvelle classe sociale dans les trois ordres qu'on appelle les bourgeois qui, entre autres, sont des commerçants. Et ces commerçants-là vont petit à petit étendre leur territoire. Enfin, on va partir du local et on va aller de plus en plus loin pour faire du commerce. Mais je ne vais pas plus loin là-dessus pour l'instant parce que ça va être le sujet de la deuxième vidéo là, sur le thème de l'essor urbain commercial. Deuxième vidéo dans laquelle on va entre autres parler de grand commerce. Donc, je t'invite à aller l'écouter pour avoir vraiment le chapitre en entier.